Bonsoir. La francophonie a de multiples débouchés pour mettre ensemble plusieurs sphères, de nombreux individus et groupes, des actions différentes qui perdurent parfois sur long terme en conduisant ces acteurs vers des réalités culturelles, artistiques, scientifiques. L'invité de ce soir a un rapport direct avec des actions des projets francophones mentionnés et n'a guère besoin d'une longue présentation parce qu'il est connu et très aimé dans ses deux pays respectifs, en Arménie et en France. Sur le plateau de la francophonie à la Une, nous accueillons ce soir Serge Avedikian, comédien, acteur, metteur en scène et réalisateur, et un homme qui est engagé dans plusieurs choses, et je ne sais pas d'ailleurs comment il arrive à réaliser tous ces projets. Cette rencontre a été très entendue, et bonsoir Serge Avedikian, et merci d'être avec nous. On va aborder tous les projets où vous êtes engagé ce soir avec nous pendant cet entretien. Merci pour l'invitation. Je suis très touché d'être à Yerevan et de parler en langue française pour la télévision, pour cette chaîne qui fait un travail... Arménienne. Arménienne, justement. On est à Yerevan, là où je suis né d'ailleurs. Donc c'est une ville que je connais. Mais je pense que, enfin pour moi en tout cas, la francophonie est quelque chose de très naturel, étant donné que je suis né dans une famille arménienne de France. Arrivé en 1947 dans ce pays, etc. Je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais... Voilà, je voulais poser justement la première question, qui se pose d'ailleurs parce que vous avez deux identités, française et arménienne, et comment cette rencontre a été... quand s'est passée cette rencontre avec la francophonie, avec la francité? Étant donné que vous êtes né à Yerevan, justement. Oui, mais moi j'ai appris la langue française à Yerevan, parce que ma génération a eu la possibilité d'aller à l'école française de la gare, numéro 119, où les professeurs étaient d'ailleurs la deuxième génération des immigrants arméniens de la diaspora. Et donc ils parlaient un français sans accent, on avait cette chance d'avoir... Et d'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez intéressant, au-delà de chaque heure par jour où on apprenait le français, à partir de la 5e, parce que c'était de 1 à 10 à l'époque, il y avait certaines matières qui devenaient en français. Par exemple, la physique-chimie devenait en langue française. L'histoire et géographie. Ça, c'est intéressant. Par exemple, moi, je n'étais pas très bon en mathématiques ni en physique-chimie. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que je ne comprenais pas tout. C'était un peu loin de mon imagination poétique. Donc, si je comprends mieux, c'était enseigné en français, en langue française. Non, c'était en arménien jusqu'en 5e. Quand c'est devenu en français, je suis devenu le meilleur de ma classe en physique-chimie. Allez, expliquez pourquoi. Vous avez mieux compris. Voilà, parce que la langue m'a aidé à mieux saisir certaines choses. Voilà, c'est mystérieux, mais il y a le proverbe arménien, hein, plus tu connais de langue, plus tu es un être en plus. Ça sonne mieux en arménien d'ailleurs, qui n'est pas... C'est pas faux, les langues nous enrichissent, la relation entre les langues nous enrichissent. Donc, nous, on a parlé russe, arménien, bien sûr, langue maternelle, et français parallèlement. Et quand je suis parti en France à l'âge de 15 ans, parce que mes parents ont voulu réimmigrer, eh bien, je n'étais pas perdu, puisque je suis arrivé en 3e. Vous aviez déjà les notions basiques. Je faisais évidemment pas mal de fautes en dictée, parce que ça allait trop vite, etc. Et puis même, jusqu'à maintenant, je fais des fautes, d'ailleurs, je sais pourquoi. Non, parce que c'est pour moi la langue... C'est compliqué, l'orthographe. Oui, mais c'est au-delà de ça. C'est émotionnel. Pour moi, écrire, c'est forcément émotionnel parce que c'est le corps qui dessine les mots. Qui s'engage. Et je peux écrire le même mot de deux façons différentes quand il apparaît dans le même texte. Parce que l'émotion de cette phrase-là n'est pas celle d'autre. Enfin bon, c'est pas très intéressant ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que les langues nous enrichissent. Mais aussi, il y a quelque chose d'émotionnel dans le rapport qu'on a aux langues. Là, je parle en français à Yerevan, je ne suis pas dans la même posture intérieure que si on était à Paris. Et à Paris, si je parlais un arménien, je ne serais pas dans la même posture que quand ici je parle arménien, etc. C'est intéressant quand le corps se déplace avec la langue qui est en mutation en nous, quoi. Bah justement, le français, qu'est-ce qui l'a changé émotionnellement en vous, la langue française? Je pense que lire certains auteurs en français
justement, on a parlé d'une langue romantique. Lire Musset, Victor Hugo, les classiques Dumas, etc. en français, ça m'a réconcilié avec une autre culture que celle que nous avons les Arméniens, c'est-à-dire une culture qui est méditerranéenne, mais aussi breton, mais aussi corse, mais aussi multiple, si vous voulez, mais qui ont réussi à devenir une république. Alors que pour nous, être une république, c'était juste, il fallait défendre l'arménien et puis parler russe parce que c'était obligatoire. Puis d'un seul coup, là-bas, il y avait des minorités culturelles et linguistiques. Les Corses parlent une sorte de langue entre le français et l'italien. Les Bretons parlent une langue particulière, etc. Mais tout ça forme la France. Donc cette richesse-là française m'a enrichi. Dans le fond, j'étais obligé de comprendre mieux quelles sont les personnes qui sont autour de moi. Voilà. Mais moi, je leur ai appris aussi des choses. Je leur disais certains dictons en arménien, justement, et je traduisais. Je disais, voilà, il y a ce dicton-là dans notre langue. Ah bon? Par exemple, eux disent très poliment « à chaque chose, malheur est bon ». C'est une façon un peu détournée de dire que dans quelque chose de malheureux, tu peux trouver quelque chose, à chaque chose, malheur est bon. J'ai dit non, chez les Arméniens, c'est « Amen chariki mech barika ». Dans tout mal, il y a un bien. C'est plus direct. Il faut chercher où est le bien dans le mal qui vient d'arriver. Il y a quelque chose, il y a un rendez-vous, voilà. Vous êtes très sensible à la linguistique, aux notions linguistiques aussi. Moi, j'ai été très touché par le fait que l'éducation ici en Arménie, à l'époque, c'était basé sur l'oral, l'oralité. Et je trouve que les Arméniens sont un peuple oral de conteurs. Je dis ça par rapport à mon grand-père ou d'autres qui racontaient toujours des histoires. Des histoires, des contes, des vrais contes, des hekatnej, comme on dit. D'ailleurs, au début, ça s'est fait comme ça, de bouche à l'oreille. Oui. Et donc, je trouvais, quand je suis arrivé en France et que j'ai vu que le professeur parlait et tout le monde avait la tête baissée et recopiait ce qu'il dit, moi, je disais, mais on n'est pas présent au présent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle et au lieu de l'écouter ou de le regarder parler, on est en train de transcrire ce qu'il dit. Alors, donnez-moi le truc écrit, alors. Pourquoi c'est moi qui transcris? Je ne comprenais pas très bien. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez beau dans l'oralité. Quand tu viens au tableau, et tu dois raconter, comme une histoire que tu racontes, le cours que tu as lu sur la littérature du 19e siècle, etc. Voilà, bon, moi, c'est des histoires de goût, c'est générationnel aussi. Oui. Et le choix de votre métier, c'était avant le mariage de vos deux identités franco-arméniennes ou après? D'ailleurs, est-ce que vous avez toujours voulu devenir acteur, comédien, artiste? Je pense qu'inconsciemment et secrètement, oui. Mais comme j'étais quelqu'un qui avait un rapport à son corps très très développé, j'étais plutôt sportif, j'avais besoin de bouger, de faire des exercices, et j'étais devenu assez bon en athlétisme, et comme j'étais gaucher, j'étais un très bon footballeur à gauche parce que j'arrivais à dribbler tout le monde. Parce que j'étais à contre-pied, si c'est le cas de le dire. Et donc, je jouais dans les juniors de Ararat Yerevan, ici, avant de partir, à l'âge de 15 ans. Et j'ai voulu continuer le football en France, mais justement, l'irruption de la langue française m'a arraché petit à petit du football, c'est-à-dire du corps, pour rentrer dans l'esprit d'une langue. Et j'ai eu la chance qu'il y ait un conservatoire en banlieue où j'habitais, à Meudon, qui s'est ouvert, et je suis allé m'inscrire au conservatoire. Et j'ai appris les classiques français. Alors j'apprenais mes textes avec un crayon dans la bouche, comme ça et comme ça, pour que ça soit plus fluide et que l'accent que j'avais disparaisse. C'est une technique? Oui, mais vous savez, c'est Socrate ou d'autres qui mettaient des cailloux dans leur bouche pour que ça soit plus fluide, ce qu'ils vont dire après, ils les ressortaient. Là, c'était crayon comme ça et crayon comme ça. Je le conseille à des jeunes qui veulent fluidifier leur diction, de travailler, d'apprendre leur texte avec un crayon dans la bouche. Et après de l'enlever. Parce que ça permet à la langue d'être contraint, si vous voulez, et quand vous l'enlevez, il devient plus fluide. Et donc j'ai eu moins d'accent et je pouvais passer pour un Français, si vous voulez. Mais il y a une chose qui ne trompe pas, c'est que les sons nasaux, comme on dit en français, un, on, en, ça n'existe pas en arménien. Et jusqu'à maintenant, je pense que quelqu'un qui m'écoute bien, il dit « Ah,
Celui-là, il a appris le français. Le un, on, ça sonne autrement. Et donc, le théâtre a pris toute la place avec la langue. Et il n'y a rien de plus proche de la langue que le théâtre. Le théâtre s'exprime avec la langue. Et donc, j'ai travaillé Molière, Racine, Marivaux, Musset, et aussi les contemporains. Et j'ai compris très vite que c'était une nécessité pour moi de faire du théâtre. Et aussi, je dois dire que j'avais des antécédents, parce que mon père était chanteur. Il chantait en français, en arménien, en turc. Il avait appris de son père, etc. Et je l'écoutais toujours avec une grande admiration, parce qu'il était aimé par toute la famille et par le public. Je l'ai vu devant un public ici, dans un parc, je ne sais plus où. Il chantait en plein air avec l'orchestre. Et ça m'est resté que c'était un privilège de faire ça, d'être offert aux autres. Et un comédien, c'est ça. Tu rentres en scène, c'est une offrande aux autres. C'est une passation de soi-même, si je puis dire. Et donc, ça a été très rapide. Vous en êtes toujours épanoui de ce choix? Oui, je vous dis, je pense que quand on me pose la question, par exemple, il y a des familles qui viennent me disent, Monsieur Avedikian, notre enfant, on aimerait qu'il fasse du théâtre. Je dis, c'est vous qui aimeriez ou c'est lui? Je dis, si ce n'est pas une nécessité pour son langage, pourquoi vous le forcez? Posez-lui la question. Si vous sentez que ça va être son langage, évidemment, aidez-le à le faire. Mais ne dites pas, on aimerait qu'il fasse. C'est ça la différence. Moi, personne ne m'a dit, on aimerait que tu fasses du théâtre. Moi, je me dis, non. Vous avez décidé vous-même. C'est organique, c'est quelque chose de tellement fort. D'accord, merci. Vous avez été tourné dans les films arméniens et français également. Et est-ce que vous pouvez dire quelles qualités faut-il avoir pour pouvoir collaborer avec ces deux mondes, paraît-il très différents, déjà linguistiquement et culturellement, ou peut-être la langue de la cinématographie est universelle? Oui, il y a quelque chose qui est que le cinéma, c'est assez technique. Il y a des caméras, comme ici. On joue pour son partenaire, mais on sait qu'on est filmé, etc. Après, la langue, bon, on peut parler dans une autre langue, mais on ne joue pas pareil. Moi, j'ai tourné en anglais, par exemple, je n'étais pas le même. C'était parce que je faisais attention au langage, mais chaque langue apporte sa temporalité rythmique du corps et de l'expression et aussi de l'émotion. On ne s'émeut pas de la même façon en français qu'en arménien. On ne s'émeut pas de la même façon en anglais qu'en russe. Je suis convaincu de ça. Même si le sens est le même. Ce n'est pas au même moment que ça arrive, ce n'est pas les mêmes mots qui agissent. Et ça, c'est intéressant. Et en fait, j'ai commencé d'abord par le cinéma français. J'ai eu la chance de tourner dans des films très reconnus, comme Le Pullover Rouge, où je jouais le rôle principal. Nous étions un seul homme, un des premiers films qui parle d'homosexualité de façon très à échelle humaine et pas du tout vindicative, pas du tout militante. Et après, petit à petit, c'est bien après l'indépendance, en fait, de l'Arménie, que je suis venu tourner en Arménie. J'ai coproduit des films dans lesquels je joue parfois. J'ai réalisé aussi des films en arménien, en russe aussi, puisque Parajanov, je l'ai fait en russe, en Ukraine et en Géorgie, etc. Mais vraiment, ce dicton, plus tu parles une langue, plus tu es un être en plus, c'est juste, c'est vrai. C'est vrai. Vous l'avez senti sur votre... Oui, mais c'est vrai, factuellement, c'est factuellement vrai. Et il faut le dire aux jeunes. Il faut dire, apprends une langue en plus, tu verras. Il va te servir. Tu vas voyager avec. Tu vas faire quelque chose avec. Les neuropsychologues ont déjà prouvé l'utilité de plusieurs langues. Oui. Dès l'enfance, dès bas âge d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut changer encore, mis à part la position devant et derrière la caméra? Parce que vous êtes et devant et derrière la caméra. Réaliser un film, ça commence d'abord par un scénario, donc par l'écriture. Moi, j'ai presque tout le temps participé à l'écriture des scénarios que j'ai réalisés. En général, je travaille avec un autre scénariste, parce que d'abord, ce n'est pas mon métier d'être scénariste, je suis plutôt comédien et réalisateur. Et un scénario a une vertu particulière, c'est que ça organise quelque chose au niveau psychologique, au niveau du dialogue, au niveau du tempérament des personnages, etc. Donc, c'est déjà une anticipation de comment tu vas mettre en scène. Oui. Sauf que, en face de toi, tu as un être humain, un autre qui est le comédien, qui lui vient aussi avec son imaginaire.
Donc être réalisateur, c'est être disponible à souffler quelque chose aux comédiens ou aux techniciens avec qui vous travaillez, en même temps à les écouter et éventuellement à changer des choses que vous pensiez vous. C'est-à-dire être dans une grande souplesse, même tout en sachant ce que vous voulez. Parce que c'est très rassurant quand on regarde un réalisateur travailler, on dit « Ah, il sait ce qu'il veut ». Il met ça en scène là, il cadre comme ça, il sait, parce que c'est de l'anticipation du montage. Le cinéma, c'est quand même... Le mot montage n'est pas un bon mot, hein. Mais c'est une construction. On passe d'un plan large à un plan serré, dans la même scène, on accélère, on peut couper une partie d'une scène, etc. Donc cette anticipation-là est assez importante pour la réalisation, donc c'est autre chose que l'acteur. L'acteur aussi anticipe, mais l'acteur est au présent dans ce qu'il fait. Un réalisateur est à la fois au présent, à la fois au passé, à la fois au futur. Et c'est ce que j'appelle l'anticipation. Donc c'est ça, être réalisateur, c'est d'être dans une anticipation de ce que va devenir la matière qu'on est en train de fabriquer. Et un comédien doit recevoir cet écho pour être bon. C'est Aznavour qui m'avait dit ça en premier. Il m'avait dit, Serge, tu sais, parfois on dit il y a des grands rôles, des petits rôles. Il n'y a pas de grands petits rôles. Il y a des rôles intéressants, et surtout si le réalisateur est intéressant et qu'il y a un écho que tu reçois, là tu peux être bon. Même dans un petit rôle, tu verras que ça existe dans le film. Et lui, il l'avait souvent fait. Et il avait raison. Il avait raison. Il savait de quoi il parlait, je crois. Vous avez parlé de l'apprentissage de langue qui est très important. Alors nous avons ici sur le plateau de la francophonie à La Une à maintes reprises abordé le sujet des ateliers artistiques. Vous êtes ici à Yerevan justement pour cela. On a abordé ce sujet avec différentes personnes, mais pas avec la personne qui a eu l'idée de faire ces ateliers, c'est vous-même. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est un projet francophone indiscutablement réussi. Doré, c'est déjà. Et comment cette idée vous est venue? Je voulais savoir justement comment l'idée de ce beau projet où il y a ce double objectif, l'apprentissage de la langue française, mais aussi l'apprentissage du l'art qui est théâtre. pratique, oui, l'art qui est pratique. De l'art, du théâtre. C'est très, à la fois simple et complexe, en fait, comment les idées naissent. Je suis venu pendant la guerre de 44 jours, ici, au tout début. C'était un voyage un peu précipité, mais je devais venir pour certaines choses, liées au cinéma, etc. Mais je savais qu'il y avait la guerre. Et quand je suis arrivé, j'ai vu Harteluenk. Je ne croyais pas trop, je me disais, c'est bizarre qu'ils ont une certitude, Harteluenk, on va vaincre. J'ai fait une ou deux émissions de télé, tout ça, j'ai senti la fragilité, la fébrilité qu'il y avait dans l'air. J'ai parlé avec quelques politiques et tout, j'ai bien compris que les gens étaient dépassés par les événements. C'était inattendu qu'il y ait des drones, qu'il y ait des mercenaires syriens envoyés par la Turquie, etc., etc. Ne rentrons pas dans les détails, mais ça paraissait d'un seul coup être plus tragique qu'autrefois, parce que c'était au présent. Et dans un présent où l'Arménie était plutôt dans une construction. La nouvelle technologie, l'éducation, enfin, il y avait un travail qui se faisait, quoi. Changement de gouvernement, etc., révolutionnaire, etc. Et je me suis dit, quand la guerre s'est terminée et puis qu'il y a eu autant de morts, 5 000 à minima, 10 000 blessés, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour les jeunes générations à venir qui vont vivre sur cette perte, psychologiquement. Cette perte va être en eux. Ce n'est pas eux qui sont morts, mais c'était leurs frères, leurs voisins, qui avaient quelques années de plus qu'eux. Et c'est cette idée qui est arrivée. Je me suis dit, tu as appris le français dans cette ville, tu vis en France, tu as la possibilité d'avoir une association culturelle, eh bien propose quelque chose qui est la rencontre de la langue française, que j'aime tant, que j'utilise tant, et du théâtre, d'où tu viens. La rencontre de ces deux choses-là, pour des jeunes qui en ont envie. Je prévenais souvent que ça n'allait pas être facile. Hein. 4 ou 5 mois de cours de français intensifs, puis arrivent des artistes français pour travailler en langue française avec vous. C'est moi qui ai ouvert le bal. Hein. Et d'ailleurs, c'était maintenant, je le sais, la première chose que je leur faisais faire, le premier atelier en 2021... Vous étiez le premier intervenant. Oui. Eh bien, je commençais le travail uniquement en leur apprenant à faire du tai chi. Il n'y avait aucun mot. C'est maintenant que
je me rends compte que je ne voulais pas que ça soit volontariste, le fait de dire il faut dire bonjour, ça parle en français, s'il vous plaît, etc. Non, non, on fait du tai chi. On met le corps à disposition de quelque chose qui va nous dépasser. Et après venait que je parlais en français d'abord, je traduisais en arménien, je parlais en français, et puis il y avait des improvisations en français, etc. Et je sentais que les cours avaient servi, que la langue devenait nécessaire à travers le corps et le mouvement du théâtre. Et je me suis dit, ça a l'air de marcher. Et les artistes qui sont venus après moi, Ariane Ascaride, Simon Abkarian, j'ai envoyé au début les gens les plus proches qui connaissaient l'Arménie quand même un peu, parce que c'était une période particulière. Et ils revenaient tous en disant, ils sont formidables ces jeunes, ils vont pouvoir jouer en français. Personne n'est revenu en disant, oh oui, ça va être difficile. Non, personne. Et jusqu'à présent, 4e édition, maintenant il y a moins d'Arméniens, c'est que des Français que j'envoie, et comme hier... L'enthousiasme est là. Oui, il y a aussi des francophones non français qui viennent clore, en général, l'édition. Cette 4e édition de cette année, c'est une metteur en scène libanaise qui a mis en scène une pièce américaine traduite en français et sur des histoires de couple assez dures, assez... exprimant quelque chose de très contemporain sur ce qui se passe entre un homme et une femme quand il n'y a pas d'entente. Et j'ai bien vu que ça marchait sur les jeunes, que ça avait du sens. Et puis il y a eu d'autres qui ont travaillé avant eux sur d'autres aspects des choses. Et c'est des couches qui se déposent et qui apparaissent à la fin. Cette année, c'est le minimalisme et la retenue qui est apparu à la fin. Parce qu'il y a eu des expressions très fortes, il y a eu du rap, il y a eu de la danse, il y a eu des choses très organisées et tout ça. Mais tout ça était là, mais dans une sorte de sobriété, de retenue, de minimalisme et d'intériorité, et donc d'une mise à nu du comédien. Et ça, c'est une absolue nécessité dans la culture arménienne. Parce que nous, on aime bien montrer. On aime bien dire, regardez, je sais ce que je dis, j'ai compris ce que je fais. Et d'ailleurs, je vous le dis. J'existe. Non, c'est vrai. Et apprendre à ne pas forcer, à ne pas dire, regardez, je sais ce que je vais dire, je ne sais pas vraiment ce que je vais dire, mais je vais essayer de le dire, c'est différent. C'est déjà une approche plus universelle, plus occidentale aussi, etc. Voilà, c'est ça que je vois dans l'évolution. Il y a déjà combien d'intervenants qui sont venus? 25 ou 30 déjà. Et très différents. Très, très différents. Ça, et c'est vous qui faites le choix? Oui, c'est moi qui choisis parce que je porte cette responsabilité. C'est le là, il faut le donner, et ça compte beaucoup dans la cohérence. Et ils savent tous que quand ils viennent, ils vont être chacun très différents les uns des autres. Je fais exprès que quelqu'un est plus proche d'un travail plus classique, quelqu'un au contraire est plus branché contemporain, quelqu'un est plus dans l'imaginaire, quelqu'un aime mettre en balance, comme Ivan Moran par exemple, un texte classique de Racine et de Lagarce, très contemporain, mais qui, pour montrer, regardez, ils disent la même chose dans la même langue, mais très différemment. Voilà. C'est ça, c'est des couches qui se déposent comme ça au fur et à mesure. Et depuis 4 ans, c'est ça. J'ai même envoyé des cinéastes faire de travailler à la caméra, par exemple. Et danseurs aussi, je pense, non? Danseurs, bien sûr. Thierry Thionyang, mais un des chorégraphes les plus... Mais c'est un type, c'est un génie. Oui. Il m'a dit tout de suite oui. Donc, vraiment très différents, les aspects très différents qui ont été touchés. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Mais évidemment, tout est filmé. Il y a des archives. On a un site qu'on va enrichir au fur et à mesure de toutes les archives de travail. Thierry a fait un travail sur le corps, mais avec du sens théâtral et de la lumière, etc. Et j'ai vu, j'ai demandé aux jeunes, j'ai dit, ça vous a plu? Ils ont dit, oh, c'était incroyable. C'était plus facile, il y avait moins de mots. Est-ce qu'il y a un suivi, justement, ce qui devient cette francophonie qui est au départ? Parce qu'il y a des cours de français qui sont mis à disposition des jeunes. Ou au départ. Au départ. C'est obligatoire. Et d'ailleurs... C'est la règle sine canon. Ah non, mais je suis très sévère avec ça. Oui. Je veux dire pourquoi. Mais pour eux, je leur explique. Je dis, si vous n'avez pas la base nécessaire pour travailler avec un metteur en scène français qui va arriver, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Donc, je suis très sévère sur le fait que c'est gratuit, ces cours de français qu'on vous les offre, sur 4 mois à minimum, 2 fois par semaine, 2 heures.
Il faut y aller. Alors, je même été plus loin, quand quelqu'un s'absentait 3 fois, je disais, tu peux ne pas venir à l'atelier, parce que tu ne seras pas à la hauteur. Tu vas souffrir. Tu vois, il y a des choses sur les... Il faut être intransigeant, parce que sinon, c'est inconscient chez les jeunes de se dire, oui, là, j'y vais pas, je suis occupé. Mais en même temps, je sais très bien que les conditions ne sont pas faciles. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent pour gagner de l'argent. Ils sont courageux. Oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme serveurs dans les bistrots le soir, etc. Donc, il faut se lever tôt pour aller prendre un cours de français, etc. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà, disons, proches de la possibilité de jouer dans des compagnies. Donc, si on les engage, ils y vont. Il faut qu'ils aillent répéter là-bas, venir répéter ici, etc. Donc, il faut être souple tout en étant exigeant. Mais je pense que globalement, ça tient. Mais il y a un décompte, hein, c'est très simple. Ils sont 25 au début. Au tout début, ils deviennent 20. Il y en a 5 qui lâchent parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas suivre. À la fin, on sait toujours à peu près que c'est 10 sur 20 qui ont cueilli le maximum. Et c'est ceux-là, évidemment, qui partent en stage en France, parce qu'il y a ça aussi, on n'en parle pas. Ça se termine par un stage en France, avec un autre artiste, un autre lieu, et une restitution du travail publiquement à Paris. Cette année, ça sera au Théâtre de la Concorde le 30 juin. Et les jeunes vont arriver le 18 juin. Et ils iront à Bergerac, via Bordeaux, travailler en province et revenir à Paris pour une restitution. Depuis 4 ans, c'est comme ça que ça se passe. Oui, tous les ans, il y a un stage à la fin, un mois après, quand c'est fini. Souvent, c'est au mois de juin, parce qu'on termine en mai. Parfois, ça a été en juillet, je crois, une fois. Voilà. Et puis, ils visitent Paris aussi. Ils font un peu de tourisme aussi. Ça, il y a la découverte. Et c'est la possibilité de parler dans la rue avec quelqu'un. Ou avec leurs partenaires, jeunes partenaires français, qui, eux, apprennent à dire « Barevdzez ». Ils sont très chaleureux hein, quand ils se rencontrent là. Cette année, ils vont rencontrer des jeunes Libanaises. Ils vont travailler avec francophones. Oui, d'ailleurs, meilleurs francophones. Oui, historiquement. Pour finir, est-ce que vous pouvez dire quel est l'avenir de ce beau projet francophone, ou est-ce que vous avez d'autres idées, nouvelles idées francophones pour les projets francophones? J'aimerais développer cette idée en y ajoutant la réalisation, donc du cinéma. Donc envoyer des réalisateurs qui viennent travailler. Il y aurait le théâtre, il y aurait le cinéma aussi, mais en français. Et que ceux qui veulent être réalisateurs travailleraient en français avec des réalisateurs francophones, et ils pourraient aller chercher des jeunes comédiens de leurs amis qui travaillent avec le théâtre pour réaliser leurs films de ce côté-là. Ça serait en parallèle, comme ça. Ça, je pense qu'on va le faire dès l'année prochaine, je pense. On va voir. Hein. Mais, étant donné qu'il a été... Ça, c'est un composant nouveau. Oui, ce sera une nouvelle forme, avec d'ailleurs une autre association. Enfin, une autre association qu'on va créer, nous. Parce qu'il faut financer tout ça. Hein. Il n'y a pas de parachutage. Tout ça coûte de l'argent. C'est un énorme travail, je pense. Tout ça coûte de l'argent, simplement. C'est les voyages, venir vivre ici. Les artistes qui viennent... Un énorme travail que vous faites derrière. Oui, avec l'équipe, avec le Ciné Abgarian ici, avec Claire Giudicenti à Paris. On est 3. Hein. On fait tout ça à 3. Il y a une administration, il y a Yerevan et Paris. Et il y a la francophonie. Incroyable. Et comme en 27... l'Arménie a été acceptée comme étant accueillant les Jeux de la francophonie. Il va y avoir beaucoup de choses différentes. C'est pas que du sport, c'est pas que du... Au contraire, c'est aussi de la littérature. Et là, je pense, tous ces jeunes vont pouvoir participer à cet accueil des francophonies qui arrivent d'Afrique, du Canada, de Belgique, tout ça, qui vont se réunir ici. Il faut des partenaires qui quand même comprennent ce que vous dites. Oui, absolument. Et les accompagner. Eh bien, le travail de l'atelier montrera la gratification et l'utilité et de comment faire pour qu'un pays qui a pu être francophone à un moment devienne vraiment francophone. Un pays de la francophonie. Et j'adorerais que ça soit vrai pour l'Arménie. Parce que, voilà, moi j'ai vécu dans une famille venue de France, donc la francophonie pour moi c'était normal. On adorerait aussi avec vous, on espère que ça deviendra une réalité un jour. J'espère, et je crois que c'est possible. Oui, parce qu'on est francophile, c'est facile à faire. Exactement, les bases sont là. Ce qu'il faut, c'est passer le cap. Oui. C'est la volonté de passer le cap et d'obliger un peu, entre guillemets, les jeunes à faire des efforts pour... Une fois que c'est fait, une fois qu'il y a la base, c'est le plaisir qui apparaît.
de parler dans une autre langue, de jouer dans une autre langue, de s'exprimer avec des gens qui arrivent de l'extérieur dans la même langue, etc. Merci beaucoup Serge Avetikian et beaucoup de succès à tous vos beaux projets. C'est moi qui vous remercie pour ce dialogue nécessaire à nous tous. Merci.